vous nous avez parlé de la didactique convergente et là, vous avez insisté sur le concept de la transdisciplinarité culturelle, méthodologique et vous avez également proposé qu'il y ait une espèce de décontextualisation suivie par la suite de la recontextualisation. Et là, il y a eu un projet qui partait sur trois aspects que vous avez nettement bien donnés. Vous constatez donc que tous les quatre intervenants ont insisté, chacun à sa manière, sur le concept de transfert. Nous sommes partis du bilinguisme didactique par le premier intervenant. Nous avons ensuite écouté la conclusion sur la didactique de l'intercompréhension. Nous sommes arrivés en troisième lieu à l'approche culturelle avec les nouvelles technologies en sous-entendu. Et enfin, nous avons écouté la didactique convergente et la transdisciplinarité. Voilà globalement les quatre concepts qui ont été présentés à notre illustre auditoire. Nous avons 30 minutes pour les discussions. La méthodologie est simple. On répondra à la fin à toutes les questions qui auront été posées. Mais pour cela, il faudrait que les intervenants, ceux qui vont poser les questions, une fois de plus, soient précis, qu'ils disent quel est leur nom, d'où ils viennent, qu'ils disent à qui s'adresse la question, de telle manière que la répartition dans la gestion des réponses puisse être facile. Mais comme tout a été très clair, je suis sûr qu'il y aura très peu de questions pour que nous allions au réfectoire tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions? À la fin, tout à côté de la porte. Merci. Merci bien. Mamadou Dia de Bamako, Mali. Ma question s'adresse au premier intervenant. Il avait posé un exercice dans lequel il parlait de jeu et l'identification du jeu. Mais seulement ce qui est en langue nationale, nous n'avons pas, puisqu'il n'a pas lu. Est-ce qu'au cours de la lecture, on se rend compte que le jeu existe de façon phonétique? La question est comprise? Oh, vous n'en faites pas? Vous n'avez pas compris la question. C'est-à-dire, oui. Vous nous avez montré un exercice Oui. dans lequel il s'agissait d'identifier le jeu de la langue 2 à la langue 1. Oui. Maintenant, dans la langue 1, puisque de façon orthographique, on ne voit pas le jeu, Oui. est-ce qu'il apparaît de façon phonétique? Non. Vous allez répondre après, pas maintenant. Non, merci. D'accord, je répondrai. Deuxième intervenant. Oui. Oui, bonjour, mon nom est Jean-Léo Léonard de l'Université de Paris 4. Et donc, ma question s'adresse à Geneviève Sandrine Avoa-Mebenga. C'est la situation que vous décrivez pour l'apprenant, apparemment, est une situation de forte acculturation par rapport au savoir, entre guillemets, traditionnel, mais on pourrait dire aussi agraire, enfin le système agraire local. Et donc ma question, c'est quelles sont les conditions externes qui ont mené à cette acculturation? Par exemple, conflits, guerre, famine, les conditions externes. C'est vraiment une question cruciale que souvent on phagocyte ou on oublie, alors que ça a un impact réel sur la praxis pédagogique, hein, quand on enseigne dans des zones qui sont dévastées ou dans des situations de crise. Donc c'est ça ma question, en fait. Quelle est la crise qui peut expliquer ou préside à cette acculturation et comment se positionne le corps enseignant face aux conséquences, aussi bien cognitives que, enfin, socio-cognitives, et pour sa praxis pédagogique. Merci pour cette question aussi simple. Troisième question. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis Kofi Gagnon Agbefle de l'Université de Legon, au Ghana. Je voudrais d'abord poser la question donc, à professeur Benoît Ouaba et à Madame Julia du Cameroun.
et peut-être par ricochet, ça va nous concerner, hein, ça va concerner tout le monde. La question des transferts, comme vous le dites si bien, est une question assez importante. Mais je trouve que cette question ne sera résolue que si l'on parvient à des solutions aux représentations que les différents acteurs de l'école ont des langues nationales, en Afrique notamment. Je veux dire que lorsqu'on sait que dans les écoles francophones au collège, des heures de cours de langue nationale, Ewe ou Kabyé, sont peu valorisées, et qu'un prof de langue de français ou d'une autre matière peut venir prendre l'heure de cours du prof d'Ewe ou de Kabyé, pour parler du cas du Togo, il y a une sorte de dévalorisation de cette langue. Donc, pour qu'il y ait transfert, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut absolument une valorisation de la représentation de la langue source avant de parler de transfert vers la langue cible? Merci. Merci beaucoup. Madame Colette Vaillot. Bon, en ordre régressif, d'abord sur l'exposé concernant le Maroc. Bon, vous avez fait un travail faramineux de structuration terminologique et théorique. Mais alors, je vais rester terre à terre. Lorsqu'on est dans un système scolaire qui s'appelle bilingue parce qu'il y a l'arabe classique et le français, peut-on estimer qu'il y a un transfert spontané suffisant et souhaitable entre l'arabe dialectal du milieu que parlent les enfants depuis leur naissance et l'arabe de l'école? Ça, c'est une question. Et quand vous parlez de projet pédagogique et de portfolio, à partir de quel âge est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça? Ensuite, alors sur l'exposé de Marion Dufour, je trouve que c'est très intéressant de passer par le détour de la syntaxe pan-romane pour montrer que même entre des langues qui ne sont absolument pas apparentées génétiquement, il peut y avoir des ressemblances qui sont des points d'appui pour transférer. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais il me semble que votre démarche s'applique aux enseignants, c'est-à-dire à des adultes déjà très sophistiqués, très métalinguistiques. Donc, est-ce que vous avez réfléchi aussi sur le transfert chez les élèves de ces enseignants? Et dernière remarque, alors c'est sur l'exposé de M. Woba. J'ai entendu chez lui, comme dans d'autres exposés ou discussions, l'utilisation du terme « traduire ». Alors, traduire, c'est parfois supposé être mal, il ne faut pas traduire. Parfois, c'est supposé être bon. On peut traduire, donc ça veut dire transférer. Et là, je pense qu'il y a vraiment un ménage à faire chez les auteurs qui utilisent la notion de traduire, parce que le plus souvent, en contexte plurilingue, ça n'est pas traduire qu'on fait, c'est reformuler. Et je pense que c'est à la reformulation qu'on devrait donner une grande importance, car il ne s'agit pas d'être mot à mot, il ne s'agit pas d'être comme un traducteur cherchant la fidélité, il s'agit d'utiliser des ressources pour exprimer des choses dans plusieurs langues. Et là, c'est le domaine de la reformulation, sur lequel je suis passée très vite dans mon exposé, mais j'aimerais bien qu'on puisse reprendre cette idée-là. Merci beaucoup. Merci. Nous avons donc une série de 4 questions. Mais étant entendu que Madame Noyau a posé pratiquement 3 questions, je suggère, en une seule, je suggère que... c'est normal, un tout petit peu. Alors, est-ce que je pense que je vais donner la parole
aux intervenants ici, en commençant probablement par M. Ouaba, pour que vous répondiez à toutes les questions qui vous ont été proposées. Ok, merci bien. La première question, c'était celle de Mamadou Dia, qui demandait si le son « je », J ici, existe dans la langue source. C'est bon. Le son « je » n'existe pas dans la langue source. Et c'est pour cette raison que moi je me demande, pour un son qui n'existe pas dans une langue, comment on pense faciliter sa prononciation en le mettant en opposition à aucun son semblable de la langue et en mettant des termes qui n'ont rien à voir avec ce son. C'est quel temps on gagne en procédant de cette manière? Moi, c'est la question que je me pose. Pour Kofi, valoriser la langue source. Je pense que la valorisation de la langue source, c'est le statut même qu'on lui donne. À partir du moment où, au moment de l'enseignement, il n'y a aucun complexe vis-à-vis des enseignants ou de la langue, et chaque enseignant est considéré comme ce qu'il va enseigner a de l'importance. Et si on démarre, par exemple, savoir lire et écrire en langue nationale et le français à l'oral, je ne vois pas comment quelqu'un qui apprend à lire et à écrire dans une langue va mépriser cette langue au profit de l'autre qui ne fait qu'apprendre à parler d'abord. Donc ça, je ne sais pas. Je pense que ça dépend du statut qu'on donne. Voilà. Pour moi, en tout cas, chez nous, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Et ce que vous avez dit, par exemple, plusieurs langues. Nous avons des classes où il y a 3 langues, 3 langues nationales et le français. Donc, au cours du français, tout le monde est là et suit le cours de français, puisque le cours de français n'utilise la syntaxe d'aucune langue. On apprend à parler français, mais en tenant compte des différences entre le français, du point de vue phonétique, et toutes ces langues. Les sons qui sont communs à ces langues-là, on les prend et on met face au français, en considérant que c'était une seule langue qui n'a plus que ce son-là avec le français. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Globalement, vous avez 19 consonnes voyelles communes avec le français. Il y a des langues où c'est 15. Bon, si c'est comme ça, on nous prend entre les deux langues ce qu'il y a de commun et on prend ça comme pour opposer au français. Il y a des sons pour lesquels celui qui parle globalement n'aura aucune difficulté. Par contre, pour quelqu'un qui parle le tiers-man, il peut avoir des difficultés. Donc, je pense que c'est comme ça on fait et on gagne du temps. Donc, un seul professeur de français et autant de professeurs de langue. C'est comme l'alphabétisation. Le gars il vient, fait son cours et il s'en va. Et puis, à l'heure du français, tout le monde est là et suit la même leçon. L'avantage, même livre de lecture, même livre de langage pour tous les locuteurs. Au Burkina Faso, pour passer des langues nationales au français, on peut n'utiliser qu'une seule langue. On a déjà fait pour 750 écoles dans le cadre de l'UNICEF, des écoles satellites ouvertes par l'UNICEF. 750 écoles, il y a une dizaine de langues. Bon, je continue. Traduire, oui. Le mot traduire, vous avez remarqué, quand j'allais le prononcer, j'ai marqué un temps d'arrêt et je suis parti, je l'ai donné comme un pis-aller, si vous permettez le terme. Mais en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est pas se reformuler dans l'autre langue et non pas traduire, non. Je suis contre la traduction dans ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'on ne faut pas utiliser les deux. Quand on utilise les deux concomitamment, on traduit d'un mot à l'autre. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, M. Ouaba. Vous allez passer le micro à votre voisine de droite. Merci. Merci. Je vais d'abord commencer par la dernière question, celle de Kofi, qui parlait de la dévalorisation des langues. Nous n'avons pas la chance d'avoir la situation du Burkina. Si nous sommes en milieu rural dit bilingue, parce qu'il y a une majorité de personnes qui parlent une langue camerounaise locale et une autre qui parle le français, alors là, il n'y a pas de situation de dévalorisation parce que tous partagent une même langue, les deux langues. Ils ont ça en commun. Mais au moment maintenant d'enseigner peut-être la langue camerounaise, les enfants ne voient pas quel est l'intérêt de revenir apprendre à écrire ce qu'ils savent déjà à la maison.
Et surtout, ils ne font aucun concours avec cette langue. Je parle du cas du Cameroun. Par opposition, voilà. Maintenant, non, à l'école primaire, ce n'est pas la même chose. Au collège, déjà, donc, maintenant, avec la recherche du travail, beaucoup d'enseignants ne sont pas... Bon, là, je vais mixer les deux, mais je peux faire finir avec votre question. C'est la dévalorisation vient déjà du fait que les enfants ont idéalisé l'Occident. Cette idéalisation, pour eux, passe aussi par la langue, passe par les habitudes. Et maintenant, auparavant, jusqu'en 2008, quand on apprenait une langue nationale, c'était pour nous, c'était juste pour notre bagage. On n'avait pas un intérêt financier quelconque plus tard, puisqu'on serait forcément chômeur. On recruterait toujours celui qui sait parler le français ou l'anglais. D'où il est mieux pour un enfant, pour eux, de suivre des cours en français pour acquérir même les autres matières. Et c'est pour cela que les enfants, ça c'est déjà un facteur de crise et également un facteur de dévalorisation. D'où vous allez trouver pour un cours de langue au choix en 6e, 5e, c'est d'abord au choix entre le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Et on vient vous demander de choisir peut-être le Betty Fan ou le Douala. Mais vous allez retrouver, si ce n'est pas obligatoire, vous ne retrouverez même pas 5 personnes dans votre salle de classe. Et oui, au cas... Voilà. Le secondaire n'a aucun intérêt. Le problème essentiel, c'est un enfant de 6 ans qui va à l'école. Est-ce qu'il a une langue qu'il parle? Et est-ce qu'on peut lui expliquer que c'est le plus facile à transcrire la langue que tu connais, que tu parles, plutôt qu'une langue que tu ne connais pas, que tu ne parles pas? Et je dirais en plus un mot qui a été transcrit, la langue que tu ne parles pas, le français, par une bande d'abrutis qu'on appelle les académiciens, et qui l'ont fait de façon étymologique, c'est-à-dire qu'on philosophe avec PH en France, alors qu'en Italie on raisonne aussi juste avec des philosophes avec F, qu'on va dans des pharmacies avec PH, et en Italie des pharmacies avec F, en Espagne aussi, et que les médicaments sont aussi efficaces. Les langues africaines ont été transcrites par des linguistes avec des problèmes, mais un son, une lettre. C'est 10 fois plus facile pour un enfant, sa langue. Et on apprend à lire et écrire qu'une fois dans sa vie. Une fois qu'on sait, on apprend d'autres langues à parler, et le français sera ce truc aberrant pour l'écrire. Mais je dis, c'est ça le problème. Et le mépris de la langue, c'est de dire que ça ne sert à rien d'apprendre à écrire ta langue. Et il faut expliquer que c'est le plus simple et le plus facile pour cette chose fondamentale et difficile qu'est d'apprendre à lire et écrire. Et on passe ensuite à la langue d'études, le français. Mais en 6e, bien sûr, je ne vois pas l'intérêt d'un gosse de dire on va apprendre la langue. C'est petit, c'est quand il est petit. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais te donner. Vous voyez que le débat est très intéressant, mais je rappelle quand même que bien que vous m'ayez renouvelé le mandat, c'est le président qui donne la parole et que, vous voyez, la démocratie est très, très en vigueur dans notre société. Alors, merci, professeur, pour cette intervention et surtout pour ces éclairages. Je voudrais redonner la parole à Julia pour qu'elle termine son intervention. Merci. Bon, c'était juste pour préciser que ceux qui ont généralement pour L1, langue maternelle au Cameroun, une langue camerounaise, maintenant, depuis les années 80, c'est d'abord en milieu rural. Le milieu plurilingue a vu naître des enfants avec pour L1 le français. Moi, je suis le prototype. Ma langue maternelle, c'est le français et j'ai appris une autre langue, ma langue maternelle, le Betty Fan, à l'université. Parce que, par chance, on m'a forcé. Il est témoin, j'ai refusé de partir dans cette filière, mais on m'a dit, on t'a choisi pour aller dans cette filière, ce n'était pas mon choix. Et il y avait une langue camerounaise à apprendre de manière obligatoire. Et le transfert se faisait sur nos langues. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée aux langues africaines et à ma langue. Sinon, j'aurais pu évoluer comme tous les enfants qui évoluent au Cameroun aujourd'hui, en sachant que si je parle français, j'ai plus de chances que l'autre qui est en milieu rural d'être épanoui économiquement, d'être reconnu socialement.
Et cette crise-là a débuté avec la loi de Jules Card en 1921, où il était strictement interdit de parler la langue maternelle à l'école, sinon on avait 100 coups de fouet, on se baladait avec un panneau. Ça, c'est clair. Les élites ont donc gardé cela et ont continué à promouvoir cela, même après les indépendances. Et donc, il n'y a pas eu une décolonisation de cet aspect. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'acculturation continue. Ce n'est pas parce qu'on nous a imposé le français, mais c'est parce qu'on n'a pas pu se décoloniser au préalable de ce fait social français où la loi Jules Card n'est même pas encore abolie au Cameroun, même comme on a introduit les langues nationales à l'école. Elle n'est pas encore abolie. Je ne peux pas expliquer un cours dans une langue maternelle. Mais je peux apprendre une langue maternelle, mais je ne peux rien expliquer dans une langue maternelle. Donc, j'espère que... Je crois que Léonard a eu une réponse à sa question sur la culturation. Donc, pour compléter ce qu'elle dit, au gagneur, qui était le haut-commissaire français à l'époque en Afrique équatoriale française, appuyé par Jules Card, avait décidé que les langues camerounaises, les langues vernaculaires, ne devraient plus être utilisées dans les salles de classe, sous peine, de couper les vivres, de ne plus financer l'enseignement. Et comme vient de dire Julia, cette loi n'a jamais été abolie. En revanche, quand même, depuis 1972, la Constitution du Cameroun, parce que je parle du cas du Cameroun, fait qu'il y ait une, constitutionnellement parlant, juridiquement parlant, il y a une égalité entre toutes les langues. Et les langues camerounaises viennent de reconnaître une forte promotion depuis les États généraux de 1995 et la loi sur l'orientation de 2001, qui impose donc l'utilisation des langues camerounaises dans les salles de classe. Cela a été repris par la loi d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur, qui dit exactement la même chose. Et il y a une batterie de lois qui permet désormais que ces langues soient utilisées uniquement pour l'enseignement et à un niveau donné. Cela fait que, par exemple, au ministère de l'Enseignement de base, où l'enseignement des langues était accordé au ministère de la Jeunesse, au ministère des Sports, au ministère de l'Éducation, on a ramené toutes ces structures dans un seul ministère, le ministère de l'Éducation de base, où tout a été donc reformaté de manière à rendre beaucoup plus efficace encore la pratique des langues maternelles. Et au ministère de l'Éducation secondaire, il y a désormais une inspection pédagogique qui concerne le développement et l'enseignement des langues maternelles. Et naturellement, à l'université, des départements des langues et des civilisations, des cultures camerounaises ont été ouverts pour faciliter cette utilisation-là. Donc, je crois que la situation de crise, en réalité, c'est quoi? C'est qu'elle existe uniquement dans les grandes villes qui sont cosmopolites et hétérogènes. À Yaoundé, par exemple, il y a 200 ethnies qui sont représentées dans la seule ville de Yaoundé. Et la langue locale, qui est l'Ewondo, est en train de disparaître au profit de toutes les autres langues camerounaises. Alors, c'est le français que l'on utilise à tout bout de champ pour pour discuter avec un inconnu, à la radio, à la télévision, à l'Assemblée nationale, à la poste, il n'y a que le français. Donc, c'est donc la raison pour laquelle la question de Kofi tout à l'heure, c'est que la dévalorisation doit provenir de ce que l'on appelle la politique linguistique. Il faudrait qu'il y ait une volonté réelle pour que cette politique soit affirmée et qu'elle soit mise en application. Mais comme... oui, allons-y. Et là encore, on pense de plus en plus que lorsque ça ne marche pas dans les centres urbains, à Yaoundé, à Lomé, à Cotonou, parce qu'on a plusieurs ethnies représentées, on oublie donc l'intérieur du pays. C'est-à-dire que toute la population ne se retrouve pas à la capitale. Et moi, je pense qu'il se pose là une autre question, une question des droits linguistiques. Une question des droits linguistiques. Est-ce que nous ne trouvons pas que je veux dire au Togo, en Afrique francophone surtout, il se pose un problème d'injustice et d'aliénation linguistique dans nos écoles. Et donc, je pense qu'il faut absolument le comment dont on parlait ce matin dans le discours.
on ne veut pas revenir sur le pourquoi des choses, mais le comment des choses. Le comment des choses, moi je dis, c'est enseigner en langue nationale, en langue de l'enfant, à l'école. Bien, voilà, c'est une des raisons pour laquelle l'initiative Élan est en train d'aider les politiques nationales à implémenter ce vœu que vous êtes en train de donner. Alors, c'est vrai que Élan fonctionne beaucoup mieux dans les écoles périphériques. Mais ce qui arrive, c'est que nous avons un très grand engouement dans les écoles rurales, les écoles urbaines, où les enfants montrent beaucoup plus de motivation encore de savoir que tiens, dans ma langue peuvent venir en salle de classe. Alors, nous allons continuer cette discussion, mais je voudrais laisser le temps aux autres orateurs de pouvoir répondre aux questions qui leur ont été posées. Madame Dufour, je m'excuse d'avoir pris la parole, mais je sais que vous êtes gentille et je vous donne la parole. Et d'avoir répondu pour moi. Alors, je réponds à la question que m'a très gentiment posée Madame Colette Noyou, à savoir si j'ai réfléchi au transfert de la didactique de l'intercompréhension chez les élèves. Alors, avant de m'intéresser à l'intégration d'une approche intercompréhensive dans la formation, ma première démarche a été effectivement de réfléchir à son application en classe, puisque comme je l'ai dit dans mon exposé, le travail de recherche en fait, que j'ai présenté s'appuyait sur une expérience d'enseignement du français à un public swahiliphone du College of Business Education, qui est donc un public de l'enseignement supérieur. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai essayé de présenter aux collègues du DILTEC sur la contextualisation l'année dernière le fruit de mes recherches sur le TAMI 1 qui concerne le lexique international et l'appropriation par les apprenants de Swahili des genres en français. Mais concernant un public d'élèves, je veux dire que les ressources Evlang et EOL sont ressources ludiques, s'il en est, peuvent être d'excellents supports pour penser cette didactique auprès d'un public jeune. Voilà. Merci. Oui, alors, Madame Noyau m'a posé deux questions, mais en fait qui se recoupent. Une question sur le transfert spontané, on pourrait parler d'alternance codique, c'est ça? Enfin, c'est ce que j'ai... Enfin, bon. Certaines variétés. Et qu'on les plonge, lorsqu'ils arrivent à l'école, dans l'arabe classique, qui est tout autre chose. Oui. C'est là-dessus que vous interrogez. Oui. Alors, en fait, nous avons deux types de difficultés, de problèmes depuis les années 60. Pas seulement pour le Maroc, mais pour tous les pays arabes. Premier problème, c'est que la plupart des approches didactiques, enfin toutes les approches didactiques, ont mis l'accent uniquement sur le niveau 1 et non pas sur le collège et le lycée. Deuxième type de difficulté ou de problème, c'est au niveau des méthodes d'enseignement. On a remarqué que chaque langue travaille séparément, en tout cas. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'en réalité, il y a cette convergence méthodologique. Sauf que les enseignants ne sont pas au courant de cette convergence méthodologique au niveau institutionnel. Nous avons effectué en fait, deux enquêtes différentes. Il y a une première enquête qu'on a effectuée il y a à peine 3 mois ou 4 mois auprès d'un certain nombre d'enseignants pour les interroger sur la nécessité ou non de recourir à la langue déjà la langue arabe, pour enseigner ou apprendre le français. Et nous avons été étonnés, surpris de voir que 47% étaient contre. 47% des enseignants étaient contre. L'institution, de manière plus ou moins officielle, est contre cette alternance codique. Donc le recours à la langue 1, c'est-à-dire l'arabe classique, et encore moins à l'arabe dialectal. Donc nous avons considéré que pour contourner cette impasse, parce qu'en fait nous sommes dans une impasse, on est en train de perdre beaucoup de temps, et d'ailleurs c'est tout un débat aujourd'hui au Maroc sur quelle langue faut-il utiliser pour enseigner les matières. Nous, en tout cas moi, je considère que là, ça c'est un faux problème. Parce que le problème ne se situe pas au niveau des langues d'enseignement,
mais il se situerait plutôt au niveau de l'enseignement des langues. Et nous avons là encore une deuxième enquête qui a été effectuée l'année dernière sur les étudiants universitaires, disons le profil d'entrée des étudiants universitaires. Ces étudiants ont bénéficié de plus de 2000 heures de français. Ils ont bénéficié de plus de 2000 heures de français, voilà, dans leur vie scolaire. Et dans les résultats de l'enquête, on a trouvé que plus de 96% de ces étudiants n'arrivent pas à dépasser le A2 du CE-CRL. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le niveau du primaire. Et donc, partant de là, je considère que peut-être qu'il faudrait changer le fusil d'épaule et aller peut-être voir ailleurs. Alors, pour nous, voir ailleurs, ça veut dire quoi? Oui, voir ailleurs, ça veut dire qu'il faudrait peut-être... oui, peut-être insister sur l'aspect méthodologique. Et donc, sur cette convergence méthodologique. Parce que nos étudiants, ils ont des connaissances, ils ont des préconnaissances, ils ont des méthodologies, mais ils sont incapables de les transférer. Et donc, à mon avis, il faudrait peut-être insister sur explorer cette voie de la convergence, mais plutôt convergence non pas linguistique, comme ce qui a été fait dans les années 60-70, même dernièrement avec l'analyse contrastive, avec la pédagogie convergente, mais nous considérons qu'il faudrait plutôt aller vers la convergence méthodologique. Voilà donc en fait notre point de vue. Bien. Cette question. Merci beaucoup pour ces débats passionnants et très très intéressants. Vous observez que nous pouvons encore continuer, même au-delà du déjeuner, sans que cela gêne beaucoup d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas continuer. Je voudrais remercier Julia Messina, Marion Dufour, Benoît et Mohamed pour leur contribution à cet atelier. Nous allons nous retrouver cet après-midi et je vous remercie de votre coopération. Bon appétit.